Salut les pirates, c'est le Captain Crochet. Et boum, pour une nouvelle discussion Hall of Fame avec le retour de l'historien de la boxe. Vincent, qui est avec moi, et c'est lui qui a d'ailleurs m'a poussé à faire cette discussion Hall of Fame du Cobra, du Lone Star Cobra. Monsieur Curry, Donald Curry, aujourd'hui, est le sujet de notre discussion Hall of Fame. Salut Vincent. Salut Captain, salut à tous les pirates. Écoute, un plaisir d'être avec toi pour parler de Donald Curry. Ouais. Effectivement, c'était un sujet, une idée que j'avais lancée. Voilà, ouais, tu m'avais lancé sur Donald Curry, puis quelque part c'était à la fois une évidence et à la fois un personnage que je me devais d'évoquer dans les discussions Hall of Fame. Pourquoi? Parce que il y a un an, presque jour pour jour, tu vois, le hasard fait bien les choses. Presque jour pour jour, il y a un an, on a parlé de Mike McCallum. Ah ouais. Et en parlant de Mike McCallum, tu vois, comme on l'a fait, tu vois, il y a le retour, enfin, il y a de nouveau l'évocation de Donald Curry. Et puis en tant que Français, et en tant qu'historien de boxe, Donald Curry aussi, ça se pose là. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est une figure et on va se coller à vous présenter du mieux qu'on peut le parcours de d'une figure de la boxe très intéressante et surtout d'autant plus intéressante, Vincent, que moi je suis tu sais, toujours attiré par les what if. Je suis toujours j'aime beaucoup, tu sais, euh, voir qu'aurait pu être une génération si ce n'était pas si les forces en présence auraient été autres. Parce que en fait, Donald Curry, comme l'a été un peu Mike McCallum, ont été des chasseurs. Ont été chacun, Mike McCallum et Donald Curry, des chasseurs des Four Kings. Mm. Euh, et ce qui représente bien le niveau de compétition et le niveau général du microcosme dans ces catégories à cette époque. On parle des années 80. Et en quoi, pour qu'il y ait les Four Kings, en fait, il faut qu'il y ait du niveau partout. Et c'est un peu ça. Et ce qui a été un peu terrible, en fait, pour un Donald Curry, un peu pour un Mike McCallum, et d'autres aussi, hein. Il n'y a pas que deux. Mm. C'est que le concept de Four Kings, des quatre rois, là, des quatre fantastiques, a tellement été écrasant qu'en fait, plus rien ne pouvait éclore en termes de stars. Et si les Four Kings n'avaient pas existé, là, on vous parle d'un mec qui aurait été une énorme star. Une énorme Ah star. ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, on verra au-delà des forkings, il y a eu aussi quelques aléas qui feront que, effectivement, ça va en enrayer pas mal de choses dans sa carrière. C'est vrai. Donald Curry, donc de Lone Star Cobra. Pourquoi le Lone Star Cobra? Parce que tout simplement, il vient du Texas. Et le Texas, c'est le Lone Star, c'est l'étoile seule sur le drapeau du Texas. Et donc voilà, référence au Texas. Et on verra que le Cobra aussi lui allait très bien. Oh. Alors, comme je vous l'ai expliqué, c'est une histoire de mec qui a peut-être pas jamais été à sa place. Et finalement, ça commence tout de suite. Gros pédigré amateur, Ouais, oui. euh, gros pédigré amateur, mais avec l'énorme frustration qui vient derrière, parce que ce mec était fait pour la génération 80. Et la Mm. génération 80, c'est ça. C'est cette Olympiade-là, l'Olympiade de Moscou 1980, qui va être boycottée par les Américains. Donc, quelque part, alors bon, c'est une génération d'années, je te dirais, parce que je pense qu'on peut, sans trop de risques, parier qu'il aurait été champion olympique. Ouais. Et justement, euh, il va devoir faire 100. Et donc en faisant 100, ça va pas aider à tout de suite avoir les contrats qu'il faut, etc. Et donc en fait, il se dirige tout de suite à partir de là sur une carrière de professionnel dure. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est particulier. En fait, il vient quand même du monde de la boxe parce qu'il a un frère qui est boxeur. Mais lui, c'était pas de son propre aveu, ne s'était pas vraiment projeté chez les pros à la base, alors qu'il boxait déjà en amateur. Et effectivement, comme tu l'as dit, il a un énorme pédigré en amateur. C'est plus de 400 combats, je crois, à peu près.
il a remporté les JO juniors, il a été champion des États-Unis en super léger, en welter, il a eu les Golden Gloves, et effectivement, il a passé la sélection olympique, il a d'ailleurs battu Davy Moore aussi durant cette période-là. Et ben oui, effectivement, on rappelle que voilà, à Moscou, suite au boycott, les Américaines ne participent pas à cette Olympiade. Donc, il lui manque effectivement ça pour avoir. Alors qu'il aurait pu être un peu, effectivement, comme tu dis, je pense qu'il aurait été champion olympique et que ça aurait été un peu une sorte de successeur de Sugar Ray Leonard, quelque part. Tout trouvé d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Trouvé. Et d'ailleurs, lui-même, voilà, dit que quand en fait, il a vraiment 19 ans, quand il se lance en pro, et il n'y avait pas forcément songé avant, mais c'est au bout d'un moment qu'il comprend que c'est ce qu'il faut faire, comme son frère. Et il disait de lui-même que si à l'époque, on lui avait demandé au moment où il se lance en pro qui connaissait la boxe, il disait je connaissais que deux noms, c'était Mohamed Ali, Sugar Ray Leonard. Donc, c'était pas forcément un mec qui était prédestiné à ça. Mais il n'empêche que. Ce qui montre l'aura de Sugar Ray à l'époque. Hein. Ah oui. Quel niveau de star c'était Sugar Ray comme ça. Hein. Ah oui, en très peu de temps, parce qu'on est au début des années 80, donc il vient à peine de débarquer, Léonard. Voilà. Oui. Tout à fait. Fin des années 70 même, parce que je pense qu'il parle de cette époque-là aussi, Donald. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y. Alors, écoute, donc lançons-nous sur la carrière professionnelle qui commence par une victoire par KO et ça va être le début d'une longue série. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il lui manque au début cette aura de la médaille pour peut-être avoir les promoteurs. Mais j'ai l'impression, et c'est surtout, en fait, moi, c'est par rapport à ça que je me suis intéressé à Donald Curry, que j'ai découvert, c'était des écrits qu'il y avait sur lui à l'époque, qui en parlaient comme la 8e merveille du monde. Et très tôt, en fait, les puristes, les spécialistes de boxe mettent l'accent dessus parce qu'ils connaissent son pédigré amateur. Et ils en parlent vraiment comme le futur de la boxe, de ce Donald Curry qui vraiment détruit tout sur un ring. C'est le Cobra, donc du coup, c'est son surnom. Qui lui va très bien d'ailleurs. Qui lui va bien. Et c'est tout à fait vrai ce que tu dis parce que c'est d'autant plus visible. Parce que sur un ring, Donald Curry, c'est, comme je le dis souvent, c'est le genre de boxeur que tu dois montrer à tout élève, si jamais tu te prends pour un entraîneur, ou tu dois montrer dans toute école de boxe Donald Curry. Le positionnement des pieds, la stature, la droiture, la garde, les mains toujours bien levées, bien en avant. On va aller chercher, comme ça. C'est extrêmement lisible. Oui. C'est extrêmement lisible. Et puis, c'est des coups, parce que bien sûr, on commence la carrière en welter. C'est des coups parfois qui jaillissent tel un cobra. Et donc, vraiment, le truc, le nickname est vraiment parfaitement trouvé. Ça colle très très bien et ça va enchaîner tout de suite sur une carrière, comme tu dis, pro très sérieuse et tellement sérieuse que en fait, il va aller très vite sur le chemin d'un championnat du monde, mais avant ça, il affronte des mecs hyper durs. Oui. Où justement, il y a le ralentissement sur je mets des KO tout le temps. Parce que, voilà, en fait, il est frais, mais quand tu t'affrontes à des blocs d'expérience, tout ça, effectivement, le résultat peut pas être aussi flamboyant. Il y a Adolfo Viruet, le fameux adversaire de Roberto Duran, Viruet, on en a parlé aussi dans la discussion Alexis Arguello, mon cher Vincent, dis-moi si je me trompe, si on l'a aussi, je pense, évoqué dans une autre discussion, je ne me souviens plus. Mais alors, Viruet... Avec Duran et avec Duran, Arguello, ouais. Arguello. Attends, je suis en train de me demander, Viruet, c'était pas un frère... Est-ce que c'est celui-là, c'est Adolfo Viruet, ou il n'y a pas une fratrie, là, je m'amène ouais, mais c'est Adolfo, hein, c'est que Donald Curry affronte Adolfo. Donald Curry affronte Adolfo, mais alors Duran, tu sais que je me demande si... Non, mais peut-être je me trompe, il faudra vérifier, mais il n'y avait pas un frère qui s'appelle Viruet. Il faudra vérifier. Et donc, il y avait Bruce Finch aussi dans cette époque-là, dont on peut parler, alors qui lui finira pas KO par contre, mais qui avait été le dernier adversaire de Léonard avant qu'il prenne sa première retraite. À cause de la rétine, on y va, parce que Viruet, il prend Viruet, et là, décision unanime, ce qui est déjà pas mal, mais Viruet, c'est un dur de dur. Oui. On n'est pas encore sur les pas d'un championnat du monde. Viruet, ensuite...
Ensuite, on va aller sur Marlon Starling, Oui. Marlon Starling, alors, aussi anecdote, c'est qu'en fait, Curry et Starling ont toujours été amis. Ça les a pas empêchés de se mettre sur la gueule dans un combat, et finalement un combat compliqué, parce que c'est une split décision, et Marlon Starling, qui est vraiment aussi l'image de cette époque, en termes de le niveau de l'époque. Tu vois, pour avoir une chance pour un titre, je ne parle pas du championnat du monde, je parle d'un title holder, un title shot, pardon, c'était des figures, fallait les passer. Et moi, je trouve que ça dit toute l'époque. Quand tu dois passer un Virouette, quand tu dois passer un Starling, et en plus tu le passes comme ça, parce que contre Starling, c'est un split décision, et c'est débattable. Alors, et on n'est pas encore, on est au pas, enfin, on est à un pas du championnat du monde, mais on n'y est pas encore. Et donc, même si c'est un joyau, Donald Curry, pour atteindre ce niveau-là, il faut passer par des moments compliqués. Et Marlon Starling est un moment compliqué. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, de toute façon, alors ces deux, en fait, invaincus, c'est-à-dire que Curry est invaincu en 14 combats, Starling en 25. Curry, champion nord-américain, et Starling, champion US. Donc c'est une unification un peu de ces deux titres. Et il est tout acquis que le vainqueur de ce combat sera le prochain challenger mondial, qui aura l'occasion de concourir pour la ceinture WBA. Et c'est vrai que c'est Curry qui est favori, on va pas se mentir, parce qu'il y a aussi tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire un peu ce vent en poupe des écrivains de boxe qui parlent déjà de Curry comme la nouvelle merveille. On le voit d'ailleurs, il a déjà sur le ring, il porte déjà ses fameux shorts dorés, tu sais, on sent qu'il y a tout un truc noble autour de Curry. Et Starling, en fait, c'est très compliqué à boxer parce que c'est un gars qui est plus petit, il fait 1m73, par contre, il a des très longs bras, 1m85 d'allonge, et c'est un gars qui n'a pas peur d'y aller, quoi. Et déjà, moi, je trouve, dès le début du combat, tu sens que, j'ai pas vu si c'était provoqué pendant la conférence ou quoi, mais je sens que Curry est très crispé, alors que Starling est très détendu. D'ailleurs, il en joue, tu sais, il s'amuse un peu à sautiller, à faire des bons, l'air de dire ça va. Et Curry va faire un peu ce qu'il a déjà fait dans sa carrière, c'est-à-dire d'aller au tête contre tête pour chercher les coups durs. Et à ce jeu-là, malgré le fait que Starling ait des plus longs bras, c'est Starling qui domine. Et on sent que Curry semble suffisamment confiance pour dire non mais je vais vraiment le faire plier à ce jeu-là. Et malheureusement, les rounds se succèdent et on voit que celui qui se fait toucher, c'est Curry qui trouve pas vraiment de solution dans les corps à corps et qui se fait complètement dominer. Et à partir du 7e, son coin lui dit qu'il faut absolument changer de stratégie. Et c'est là qu'on voit qu'au 7e, il se met à tourner autour, Curry, à plus utiliser son bras avant et à faire un tout autre combat qui fait qu'il va outboxer Starling et il va beaucoup mieux le boxer. Et au final, Starling va un peu s'épuiser à chercher à accueillir parce que dès le 8e, Starling il comprend ce qui se met en place et il se dit faut que je l'empêche de bouger. Et il a une boxe très énergivore, Marlon Starling. Et au 12e round, il est vraiment cuit, Starling. Et Curry le voit. Et là, Curry repasse à l'offensive. Et il va faire très, très, très mal à Marlon Starling. C'est peut-être ce dernier round qui fait que symboliquement, il gagne Curry. Mais moi, c'est vrai que quand je l'ai revu, que j'ai fait mon pointage, j'aurais peut-être un peu plus donné le combat à Marlon Starling, qui pour moi avait pris plus de rounds. Pas forcément de beaucoup, il y a des rounds que j'ai mis à égalité. C'est très très serré. C'est pas du tout scandaleux de donner Curry vainqueur. Mais effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est un très mauvais moment à passer, quoi. C'est un très mauvais moment à passer. Et Marlon Starling, vraiment, ça fait partie de ces noms qui ont disparu parce qu'ils n'ont jamais eu leur chance, quoi. Tu vois. Ils ont déjà eu leur chance, mais ça représentait le niveau, tu vois. Donc il le passe. Et donc ça sera lui, parce qu'en fait, en gros, ça se décide presque au pile ou face, hein, tu vois. Donc c'est Donald qui aura la chance de prendre un title holder dans une période finalement assez compliquée. Pourquoi? Parce qu'il va il va avoir sa chance pour la ceinture WBA. On est en 83, et donc on est quelques mois seulement après le drame avec Doug Kumin, si je ne me trompe pas, et Doug Kukim et Reboum Mancini, qui a vraiment marqué les esprits du monde, tout simplement du monde. Et la boxe ne sait pas comment revenir. Et tout le monde est stressé. Et en plus, hasard, il va rencontrer un autre Coréen
Donald Curry, pour cette ceinture. C'est une ceinture qui est vacante. Pardon. C'est une ceinture qui est vacante. Je vous montre là. Et il est contre Jung-Suk Kwon. Jung-Suk Kwon. Excusez-moi si j'arrive mal à le prononcer. Et alors, on a le Curry un peu encore très frais, très jeune, tu sais, avec la houppette en arrière et tout ça, très 80s. Moi, ça me fait délirer. J'adore, tu vois, et tout. Dans un combat, encore une fois, finalement assez compliqué. Enfin, compliqué, c'est que il rencontre un dur, un peu foufou, le Coréen. Et on est dans une période où tout le monde est assez inquiet, tout le monde est stressé. Et tu sens que ça a impacté Curry. Moi, je trouve que ça se sent. Curry, c'est pas une prise de titre, moi, je trouve extraordinaire, parce que le Coréen à la boxe est dépassé par Curry, sauf qu'il est il est tout en énergie, tout en folie. Parfois, il n'hésite pas à se mettre dans un coin et à dire vas-y, Curry et tout. Alors, Curry, il va. Curry arrive à le cadrer, à le garder, et là, il va gagner des rounds, il va gagner les échanges, etc. Mais c'est une prise de titre, je te dirais, où finalement, tu es soulagé que tout soit fini. C'est très bizarre, l'ambiance est très bizarre. Dis-moi, Vincent, si tu ressens la même chose sur cette prise de titre WBA. Ouais, ben en fait, c'est forcément, comme tu l'as rappelé, on est peu de temps après Mancini de Kukim, donc un Américain qui boxe un Sud-Coréen, c'est encore dans la tête de tout le monde de se dire est-ce qu'on va pas réassister à ce même scénario. C'est un combat au début, Curry en fait boxe, il fait comme tu dis de la boxe d'école, c'est-à-dire que il va pas faire le geste de trop, il bouge beaucoup, il a compris qu'en face c'était un bagarreur qui a des crochets très larges, Junku Swang, donc il les voit arriver Curry, mais il cherche pas forcément à toujours remettre en contre au début, il reste passif un peu, il remet de temps en temps en contre. Il se fait un peu toucher à un moment donné, donc ça le calme encore plus. Puis petit à petit, il lâche un peu sa boxe, il se met à le contrer. Et Ouais, puis, d'ailleurs, c'est vrai, c'est dans le 7e où c'est dans Curry le se fait. septième, voilà. Et dans le septième, en fait, Curry, et en fait, déjà à partir du sixième, même, il trouve de plus en plus d'ouverture en contre et il commence à accélérer. Et au septième, il accélère et il les envoie par rafale, par combinaison, mais c'est précis, c'est net. Et on se dit, mais en fait, il est en train de nous faire un récital, Curry, parce qu'il a commencé tranquillement et petit à petit, ça s'est lâché et la boxe, là, elle est lâchée. Et à un moment, on se dit, dans le septième, il va le finir parce qu'il prend trop de coups, Junku Swang. Et d'un coup, ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a une frappe énorme de Wang qui jaillit et ben, c'est Curry qui se retrouve sur les fesses. Donc il se relève, mais d'un coup, ben, ça casse en fait la dynamique qui venait d'entamer. Donc il reprend un petit peu sa boxe un peu plus très en low boxant, un peu en bougeant beaucoup. Et c'est vrai que, comme tu dis, le Coréen, il n'est pas au niveau. Et il est frustré et il cherche à le provoquer. Et Curry reste très, toujours, il le cadre très bien dans les cordes. Il s'emballe pas. Mais il y a un moment dans le sixième où effectivement, il accélère, il a dans les cordes. Et vraiment, ce qui lui met, c'est incroyable. Et tu te demandes quand il est debout, le Sud-Coréen. Et effectivement, c'était un bœuf, là, le ah Sud-Coréen. ouais, Tout c'est ce qu'il a énorme. mangé, là. Et là, dans le 12e, il passe quasiment tout le round dans les cordes, mais à en prendre vraiment des grosses séries. Et c'est là qu'effectivement, tu repenses à De Kim, tu te dis, mais oh, est-ce qu'on va pas repartir sur le même scénario tellement il en prend. Et au final, bon, mais ça va à la limite des 15 rounds. Ouais. Donc victoire sans appel. Curry dira que c'était constant dans son esprit. Hein. Ah ouais, il en a même parlé, tu vois, je savais pas. Ouais, il en a parlé, c'était que cette prise de titre, c'était constant dans leur esprit et que il laisse sous-entendre que peut-être il avait le pied sur le frein, tu vois. Voilà. Il laisse sous-entendre. Mais c'est vrai que mais même chez les officiels, tu vois que c'est. Il y a quelque chose, ouais. Ouais. Tout à Mais fait. donc voilà, ça fait sa prise de titre. Alors, c'est toujours aussi un titre, alors comme tu dis, qui en fait n'est pas une grande prise de titre. Pourquoi? Parce que bon, en soi, voilà, il gagne à la décision, il n'y a pas eu de KO. Bon, il a fait un très beau combat, il n'y a rien à dire, il gagne sans problème. Et puis, il y a le goût amer, c'est-à-dire que c'était la couronne de Léonard. Et Léonard, qui s'est retrouvé un peu exclu de la boxe par rapport à son décollement de la rétine, on se dit quelle légitimité donner à Curry quelque part, tu vois, c'est un peu le Jimmy Ellis argentin, quoi, c'est ça. Exactement. Et donc, c'est parfait comme transition, je ne pouvais pas trouver mieux, Vincent, c'est que plus qu'une prise de titre, qui nous, en tant que Français, nous satisferait, c'est quand on avait une ceinture WBA, on était aux anges.
Mais en fait, arrive un autre chemin pour Curry, c'est le chemin de la respectabilité. C'est plus que... Voilà. Et cette respectabilité, Curry va réussir, un spoiler alerte, il va réussir à l'imposer. Et à devenir le nom des Walter. Et quelque part, dans l'histoire des Walter, on va vous présenter l'histoire d'un mec qui est légitimement un lineal champ. Alors, comment a-t-il fait pour être un lineal champ alors que sa prise de titre, c'est pas la plus merveilleuse ou la plus historique de toutes? Eh bien, très simplement, réunification de titre. Oui. Réunification de titre. Alors, ça va pas se faire comme ça. Il va déjà avoir une première défense de titre qui, pour Donald Curry, est... tiens, on va mettre le Curry de cette époque-là sur le ring. Voilà, avec son short rouge, c'est le Curry de l'époque. Voilà, on va le laisser avec nous. Et il va avoir une première défense de titre, si je ne me trompe pas, contre Roger Stafford, qui était qui était pas un peu comme Starling, qui était un nom de l'époque, etc. Et Curry, là, est plus qu'impressionnant. Le Cobra se réveille. Là, le Cobra se réveille qu'au premier round. Ouais. Là, en Italie, ça se passe, ouais. Et ça se passe en Italie. Ce qui est fou, c'est que voilà, parfois, ils voyageaient. C'est des combats d'Américains qui se font à l'étranger. On en parlera d'ailleurs. Dans notre discussion, on va parler de combats comme ça qui se font à l'étranger alors que ça concerne deux Américains. D'ailleurs, ça se passe en France. Et là, c'est le Cobra qui se réveille. Oui. Là, il est vraiment en adéquation avec son personnage du Cobra. KO premier round sur un mec hyper dur. Ensuite, deuxième défense de titre, et là arrive la ceinture IBF, mais on est en 83, si je ne me trompe pas encore. On est encore en 84. On est passé en 84. Mais en 83, c'est l'IBF qui arrive sur le chemin, qui est la création de l'IBF. Et donc l'IBF qui va déclarer que sa ceinture est en jeu pour ce combat. Et c'est un combat revanche contre Starling. WBA, IBF en jeu. Là, ça, pas mal, ça commence à être intéressant. Et ben, là, on est sur un combat où, d'après encore les dires de Donald, il se sent extrêmement bien. Il se sent bien dans son corps, bien dans sa boxe, il était prêt et il voulait vraiment effacer la problématique du premier combat. Alors, Starling, c'est un dur. Donc, c'est un combat qui ira encore à la décision, mais avec une décision unanime. Est-ce que toi, Vincent, tu as quelque chose à dire et tu es en accord avec cette décision? Et surtout, comment tu parleras de ce combat? Alors voilà, c'est un combat. Alors déjà, comme tu l'as dit, en fait, l'IBF vient de ramener un peu sa fraise et nomme directement d'ailleurs Curry champion. Le titre n'est même pas vacant entre les deux, c'est Curry qui est d'office le champion. Donc il y a les deux ceintures en jeu. Au début, c'est marrant parce que ça commence un petit peu comme le premier combat, c'est-à-dire qu'il va pas mal tête contre tête, Curry, et une fois encore, il a des meilleurs moments, tu sens qu'il impose un peu plus son physique au pré-combat, mais on se dit, c'est pas le bon truc. Et puis au bout d'un moment, il va trouver, à partir du cinquième, une sorte de mi-distance, où il va rentrer, il va sortir, il va outboxer, et il va trouver exactement la bonne distance pour boxer Starling, et à partir de là, ça va s'enchaîner, et on va voir que Starling accuse ce coup-ci l'opposition physique. Je ne sais pas si au niveau du poids, Curry avait pris un peu de masse ou quoi, mais en tout cas, tu sens que petit à petit, Starling, qui est pourtant dur, il commence vraiment, les watts commencent à tomber, et alors que Curry, lui, eh ben, plus ça avance, plus il commence justement à allumer. Et ça devient très dur dans les dernières rounds pour Marlon Starling. On voit que c'est même Starling qui se met à des moments à bouger dans tous les sens, à tourner pour récupérer, parce qu'il ne peut pas supporter l'opposition physique. Et donc, au final, Curry, cette fois-ci, effectivement, remporte le combat. Il lave tous les doutes, effectivement, du premier combat, surtout que là, c'est un 15 rounds. Donc, on est sur un format championnat du monde, alors que le premier était en 12 rounds, format champion des États-Unis de l'époque. Et c'est là, pour le coup, c'est incontestable. Il gagne et c'est une très grande victoire au point face à un très grand boxeur qui est Marlon Starling. Voilà. Et là, comment dire, plus que la respectabilité, l'impression générale, c'est qu'on est sur quelqu'un qui va marquer l'histoire, puisque on est sur plusieurs défenses de titre. Il y en aura d'autres. Hein. De ces maintenant deux ceintures, il va les défendre plusieurs fois. C'est important quand même pour établir le nom. C'est pas j'étais champion sur un soir
Et c'est tout. Non. Non, c'est pas du tout le champion de la soirée. Et puis aussi, encore une fois, à l'image de son époque, ce qui est ce qui ne se fait plus maintenant. Mais c'est qu'il est à la fois euh, champion incontesté, qui va fasciner les experts, et il est un road warrior. Ça va beaucoup voyager. Des champions du monde, donc c'est-à-dire le boss d'une catégorie, mais qui voyage beaucoup pour des combats, finalement, c'est un truc qui ne se fait plus, quoi. C'est un concept qui ne se fait plus, tu vois, et qui était très, très, très présent dans les années 80, parce qu'il y avait de l'argent à faire en Europe. Il y avait vraiment de l'argent à faire en Europe. Donc, vous comprenez, il a déjà boxé en Italie, même peut-être plus d'une fois au moment des faits, et pendant ses défenses de titre, il va aller aussi défendre son titre en Angleterre contre Colin Jones, Oui, à l'époque, tout qui à était fait. un mec dont les Anglais pensaient qu'il pouvait aller très très haut. Un combat qui va être dominé euh, par Donald Curry, mais qui va s'arrêter un peu abruptement à cause d'une grosse coupure Ouais, sur Jones. ouais. Et donc, il y aura un peu comme Marvin Hagler l'a vécu, il y aura des bouteilles qui seront lancées sur le ring parce que les gens étaient frustrés, tu vois, parce que c'est un peu un combat morné. Mais il y a une accumulation Oui, de défense de titre. il y a eu aussi à cette période-là Helio Diaz qui était colombien ou vénézuélien, je me souviens jamais, qui était invaincu. Et là, ce que fait Curry, c'est incroyable. Déjà, premier round, il l'envoie au tapis. Et le septième round est assez incroyable parce que Helio Diaz, qui va aller 2 fois au tapis dans le coin, une fois au premier, je crois, une autre fois au cinquième. Au septième, tu sens qu'il donne tout. Vraiment, il se dit, c'est mon dernier round. Là, c'est le moment de lâcher toutes les forces dans la bataille. Mhm. Et Curry va accepter l'échange de coups et au final, c'est Diaz qui retombe. Et après ça, il jette l'éponge parce que tu sens que vraiment, ce septième, il se dit je tente le tout pour le tout, je lâche toutes mes forces face à Curry. Et ça suffit pas. Et ce combat est impressionnant parce que c'est là qu'on se dit ah ouais, Curry, là, quand même, c'est en train d'arriver à maturité, vraiment, le phénomène Donald Curry, quoi. Exactement. Et encore une fois, super transition parce que regarde, voilà, ce phénomène de la Curie, on est en 85. Et voilà. Et là, c'était des concurrents de Ring Magazine, il y avait World Boxing, il y avait plein de Ouais. magazines à l'époque. Et le mec devient une couverture de magazine. Et là, je vous en ai sorti une, mais il y en a beaucoup. Et c'est très, très, très important parce que on se dit, voilà, l'appel d'air de la retraite, première retraite de Sugar Ray Leonard est comblé. On Oui. a, on a le personnage qui va combler ça. Mm. Vas-y. D'autant plus, ouais, non, juste j'en profite pour rappeler qu'en 84, Léonard fait forcément une tentative de retour face à Kevin Ouais. Howard. Et Qui est on parle pas. déjà, Ouais. qui est pas, voilà, qui, on va le dire, en fait, va être trop mitigé pour, au final, Léonard va reprendre sa retraite. Mais il y avait vraiment, tout le monde était persuadé que c'était le grand retour de Léonard. Et on pensait déjà au futur adversaire. Et dans la salle, ce soir-là, il y a évidemment Marvin Hagler, il y Voilà. a Aaron Pryor et il y a Donald Curry. Et on Ouais. en parle beaucoup d'un possible Léonard Curry qui serait un peu une sorte peut-être de passation, enfin on ne sait pas trop. Mais effectivement, bon, ben, on l'a dit, retour trop mitigé pour Léonard, donc c'est Curry qui effectivement, petit à petit, semble s'imposer comme la nouvelle figure, quoi. Exact. 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 Mais il n'avait pas forcé les choses. J'ai une photo et justement parce que regarde, tu vois, Aaron Pryor avait tenté de forcer les Oui, choses, tu vois, ouais, c'est vrai. ce moment qu'on connaît tous. Euh, où il avait tenté, tu sais, un peu simili trash talk pour s'imposer comme l'adversaire. Donald ne l'avait pas fait, tu Non. vois, elle l'avait Mais pas fait. Peut-être qu'il le regrette, mais il était presque trop diplomate. Et puis il y avait aussi Sugar Ray qui savait monter la tête et puis qui savait manipuler son monde aussi. Ah ben Vas-y. on pourra peut-être en reparler, oui, On effectivement, reparlera, bien sûr. oui, puisque. Mais oui, oui, bah après c'était un peu une époque aussi différente, c'est-à-dire que Pryor en 82, c'est plus ou moins qu'il va provoquer Ouais, Léonard. C'est voilà, Pryor vient de battre Arguello, donc c'est ça y est. Curry était encore en 3 en demi-teinte à ce bien moment-là sûr, pour bien se sûr. permettre de venir provoquer. Mais c'est vrai qu'il a pas eu, qu'il y avait pas, je pense aussi, tu as raison, c'était pas dans ses gènes, dans son attitude d'aller faire ça, quoi. Et donc, voilà, ce moment de 84 est important parce que, voilà, Sugar Ray, on se dit non, ça va pas le faire. Mm. Et Donald s'est imposé. Donald s'est imposé, ça, c'est 85. Et il est au top. Il est absolument au top.
Et va arriver finalement le combat qui va le définir. Le combat qui va le définir va arriver en décembre 85. Contre qui? Contre un adversaire qui a la ceinture WBC. Et on se dirige donc vers une unification totale du titre. Le titre Walter redevient unique. Oui. Donc on est sur la grande histoire des Walter. Et le gagnant sera dans la linéalité, si je puis dire, entre Homicide Inc., Sugar Ray ou celui qui... Robinson, etc. L'adversaire, Milton McCrory. Encore un grand oublié de l'histoire. Encore un grand oublié de l'histoire. Milton McCrory. Vous le voyez, là, j'ai pris la photo avec cette fameuse ceinture WBC. Eh bien, n'oubliez pas que Milton McCrory était une figure, et je te dirais même presque au même titre que Thomas Hearns du Kronk Gym. Oui. Et oui. Et ça, on l'oublie, puisque en fait, Thomas Hearns, l'unique Hitman, deviendra si légendaire que on associera le Kronk Gym à Thomas Hearns. Mais au moment des faits, tout n'est pas encore joué en termes de légende. Et même dans l'esprit d'Emmanuel Stewart, c'est un peu le chouchou d'Emmanuel Stewart, oui. Milton McCrory. C'est le chouchou. On pense tous qu'il y a... Et il y a aussi ce lien filial avec Thomas Hearns. C'est indéniable. Mais on oublie que le petit chouchou, c'était Milton McCrory. Et que s'en a agacé plus d'un, notamment Mike McCallum. On en parlera, tu es d'accord avec moi. Mm-hmm. Et donc arrive un énorme combat. Énorme combat, parce que c'est le Kronk Gym contre le Cobra. Oui. Et ça, c'est énorme. L'affiche est magnifique. Ah ouais, j'adore l'affiche, ouais. Magnifique l'affiche. Ça, c'est une magnifique Iceman contre le Cobra, ouais. Contre le Cobra. Et surtout, ce toss-up, c'est-à-dire le pile ou face. Ouais. Le pile ou face. C'est intéressant que ça a été... Voilà, on est au Hilton de Las Vegas, le 6 décembre. Short jaune du Kronk pour Milton, iconique. Short rouge, et oui. Bande dorée pour Curry, ça va devenir iconique. Ce qui va se passer, c'est que le combat... Alors déjà, en termes de broadcast et en termes d'image, ça n'a pas vieilli. C'est-à-dire que vous pouvez... on pourrait déplacer ce combat dans une autre période que ça serait... voilà. Il est très, très moderne. Très, très moderne pour l'époque. Vas-y, Vincent. Ouais, non, c'est juste, voilà, avant de rentrer sur le combat lui-même, effectivement, il faut rappeler ces éléments dont tu as parlé. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, en fait, il y a une grande histoire chez les Walter qui a été marquée notamment par l'unification de Leonard Hearns, qui est le combat de l'année 82. C'était une unification, il n'y avait que 2 ceintures à l'époque. Ça a été un combat fabuleux entre 2 super boxeurs qui, on le sait, font partie des Fabulous Four et ont marqué la légende. Là, on est dans le même cas, c'est-à-dire qu'on est sur une nouvelle unification et on est là encore sur 2 champions invaincus, comme l'étaient Leonard et Hearns. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu précises à juste titre que Milton McCrory c'est devenu le chouchou parce que lui a encore est invaincu. Il a juste un petit match nul qui se balade mais qu'il a corrigé, mais il est invaincu alors que Hearns à cette époque-là ne l'était déjà plus puisqu'il y avait eu la défaite contre Leonard. Donc ouais, c'est le combat au sommet, comme tu as raison, que tu peux transposer parce que c'est 2 super welters. Les welters, c'est quand même une catégorie historiquement énorme. Ils sont invaincus. On sait que c'est 2 styles très opposés, mais très beaux, magnifiques à voir. 2 très super athlètes. Milton McCrory, ce gars de 1m83, 1m91 d'allonge, très belle boxe, très typique du Kronk, évidemment, avec ce bras avant terrible et cette droite. C'est alléchant cette affiche. Et en fait, tout le monde se dit, on est dans la continuité de Hearns-Leonard et on va avoir le même type de guerre où ça va batailler très serré. Et c'est là que ça va être intéressant de parler justement de ce qui s'est passé ce soir-là. Comme tu le dis, grand Walter McCrory, et il fallait être un cobra pour se le faire. Donc, il y a une ambiance, il y a quelque chose, il y a un cachet, il y a une patine ce soir-là que je vous conseille, si vous n'avez jamais vu ce combat, il faut. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Pourquoi ? Pas parce que Curry est à son summum. On peut déterminer le summum de Curry. C'est exactement ce soir-là. McCrory est un très très bon boxeur, mais dès le premier round, le Cobra jaillit.
et jaillit. Il y a une énorme droite, je crois il reste 1 minute dans le premier round, une énorme droite qui sonne, qui fait reculer dans les corps de McCrory. Et il y a un round. Alors, le premier round, ce qui est très beau, c'est que, en termes de lisibilité, encore une fois, c'est parfait. C'est extrêmement lisible, vous allez beaucoup apprendre. Mais c'est très clair que Curry domine à la boxe, au pugilisme. Et déjà, ça, c'est très impressionnant face à McCrory. Il domine, et surtout, ça frappe de fou. Ça frappe de fou. C'est-à-dire que le premier round s'arrête, McCrory rentre dans son coin, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Mais c'est très impressionnant. Du Curry à cette garde vraiment très resserrée, où il avance sur McCrory. McCrory, bien sûr, avec son bras avant, et toujours Curry avec sa main droite, qui est presque comme un félin, qui rabat toujours le bras avant de son adversaire et avance. Et il bloque les coups avec sa droite. Et d'entrée de jeu, comme tu le dis, effectivement, contrairement aux autres combats où il prenait un peu plus son temps, il envoie d'entrée de jeu la puissance. Et tu sens que d'entrée de jeu, il veut mettre de la puissance et que d'entrée de jeu, il veut le finir, quoi. Il veut le terminer, quoi. Ouais. Et arrive le deuxième round. Deuxième round où on est sur la logique du premier. Curry domine, Curry frappe fort, McCrory est sonné, et le combat, le round avance. McCrory se déplace vers un coin, et là, bras avant, le crochet qui jaillit, tel un cobra, tel un cobra, un crochet qui jaillit et qui allonge McCrory, non pas pour le compte, mais il aurait dû être pour le compte. C'est honnêtement, ça fait partie de ces coups, j'en ai déjà parlé dans d'autres discussions, mais ça fait partie de ces coups où tu te dis, n'avons pas vu là le plus beau crochet de l'histoire de la boxe. C'est pas impossible, c'est absolument pas impossible. Ça va à la vitesse de la lumière. McCrory s'en remettra pas. Il va réussir à se relever et le cobra va jaillir. Il va lui sauter dessus avec une droite qui arrive comme ça et qui va allonger McCrory, et c'est très très dur à voir. C'est une image, je ne l'ai pas mis d'ailleurs dans mon système, je l'avais noté mais je ne l'ai pas mis dans mon système. C'est une image très dure parce que la droite là qui passe, ça lui a enlevé quelques années de vie. C'est sûr. C'est sûr. C'est d'une violence, c'est-à-dire que c'est une unification de titres fait avec une violence extrême. C'est hyper impressionnant. Et je veux dire, 85, c'est avant tout ce 6 décembre 85. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, en fait, c'est comme tu l'as dit, déjà le premier coup est fabuleux et tu sens que McCrory il s'en remet pas. Mills Lane choisit de le laisser repartir, et effectivement, et ça arrive, c'est sitôt debout, sitôt il y retourne, c'est-à-dire que c'est même pas un enchaînement, c'est comme tu dis, il arrive, droite, bam, et McCrory qui tombe. Même dans le mouvement de son pas, en fait, tu sais. Ouais. Il avance, c'est dans le mouvement du pas, et boum, et le gars, donc 1m83 qui s'effondre, les yeux hagards. On a peur d'ailleurs, on a très très peur. Ah ouais, c'est terrible. Je veux dire, il a sorti son meilleur coup du gauche et là il lui met son meilleur coup du droit sans problème parce qu'il voit que l'autre n'a pas récupéré. Ça sera évidemment le KO d'ailleurs de l'année par TKO Magazine parce qu'à l'époque Ring n'avait pas encore cette nomination. Ouais. Mais c'est un KO qui est absolument incroyable. Et comme tu dis, c'est un tournoi, un championnat. En plus, il était invaincu McCrory, donc il met fin à son invincibilité de façon radicale. Et puis en plus, c'est l'unification totale. Je pense pas que dans une unification totale, on ait vu ça. Je réfléchis. Dans une unification, en tout cas, avec autant de ceintures, je pense pas que ça se soit vu de façon aussi brève, rapide. Et là, comme tu dis, ça marque complètement l'année 85. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'année 85, il y a ça, il y a évidemment Hagler-Hearns. Et je me demande si, en fait, il n'y est pas allé un peu dans cette attitude, Curry, de dire Hagler, ce qu'il a fait. Comment je peux oublier ça ? C'est vrai. Et ce qu'il s'est pas dit, moi aussi, parce que la façon comme il entame le premier round, comme on l'a dit, tout en puissance très dur, est-ce qu'il s'est pas dit, moi aussi, je vais faire aussi fort si je n'ai plus. Voilà. Et cette année 85, c'est fabuleux parce que Curry, on l'a dit, il avait enchaîné les défenses de titre. C'était 3 victoires avant celle-là, 4 victoires par KO avant le 6e round. Et là, il y a celle-là qui arrive au 2e round. Donc 4 combats, 4 victoires par KO. Il sera élu boxeur de l'année avec Marvin Hagler.
Voilà, moi, c'est vrai. j'ai pas de problème avec Marvin Hagler, mais si j'avais dû en retenir un des deux, honnêtement, j'aurais plus retenu Curry parce que Hagler a fait ce seul combat contre Hans cette année-là, alors que Curry, lui, c'est toute une année absolument incroyable. Et là, comme tu dis, il est à son pic. Et je crois même, il n'y avait pas un classement officiel à cette époque, mais beaucoup disent Donald Curry, c'est le number one pound for pound là. Ouais, aussi, puis c'est aussi comment dire, la remise à niveau, ou plutôt l'effritement de l'image parfaite du Krong Gym, tu vois, aussi. Ah ouais. Parce que voilà, c'est les deux énormes défaites pour le Krong Gym. C'est assez incroyable. Il est sur le toit du monde, et c'est comme on l'a dit, l'unification est tellement impressionnante que, en fait, il n'a pas eu une prise de titre comment dire, légendaire, mais il a une unification légendaire, comme tu le dis. Donc voilà, ça c'est très très fort. Et puis ça boxe beaucoup. Ça boxe beaucoup. Donc on va entamer l'année 86 où j'ai pris mes notes. Il va refaire une défense de titre encore par KO, mais contre Eduardo Rodriguez, que je connaissais pas, en mars. Et va arriver une deuxième défense du titre unifié maintenant. Et là, contre un truc aussi, et ça va correspondre à Donald Curry, c'est Antoine de Centranclis qui nous disait Donald Curry, c'est aussi un boxeur hot and cold, tu sais, chaud et froid, c'est-à-dire il met le chaud et le froid, et en fait, ces moments de froid inattendus, ce faux pas va arriver contre un mec où quelque part il pouvait pas s'y attendre. Voilà ce personnage, le Ragamuffin Man, c'était son surnom, The Ragamuffin Man. Lloyd Onegam, Lloyd Onegam, anglais, qui restera pas dans l'histoire, mais alors qu'il a été, finalement, en battant Curry, parce qu'on vous le dit, il va le battre, champion unifié. Dans un combat, je vous mets les affiches, il y avait celui-là, tu vois. Ça se passe fin septembre 86, ça se passe à Atlantic City. Il y avait Tony Lopez aussi, qui était sur la carte. Voilà, ça se passe pas à Tao, mais à Atlantic City. Dans un combat où Curry est-il devenu peut-être nonchalant, ou a-t-il pris son adversaire de haut, mais va se retrouver dans un combat qui ne s'attendait pas. Alors, il est toujours apprêté, il y a toujours une boxe léchée, très lisible, etc. Mais Onigam va lui mettre le combat dans la gueule. Ah oui, c'est ça. Avec une puissance, donc, tu sais, c'est peut-être... Le mec se sent fort. Il est fort physiquement, et ça se voit. Et ça perturbe énormément Donald Curry, qui ne s'attendait pas à ce combat-là. Et que, tu vois, il est obligé de faire des resets tout le temps. Tout le temps, il est en reset, Donald. Tu sais, il se fait bouger, hop, il se met en reset, il se refait bouger, et ça ne va pas. Ça ne va pas, et c'est surprenant, parce que je pense qu'on est sur... je ne sais pas si les bookmakers, mais je pense qu'il y avait un écart qui devait être assez énorme. Énorme l'écart, tu vois. On s'attendait pas à ça. Je peux peut-être te retrouver les chiffres parce que je crois que je les avais notés quelque part. Okay. Je vais te dire. Ouais, mais je crois que c'était du 5 contre 1. C'était quand même assez gros. C'était balèze. C'est quand même assez gros. Ben, Onigam prend la chance de sa vie. Il a bien raison d'ailleurs. Il perturbe totalement. Vous voyez un Donald Curry qui perturbait parce que c'était un boxeur léché. Tu vois, c'est un boxeur vraiment. Il y avait une boxe très très propre. Et erreur de Curry, c'est qu'il va encore mettre sa tête en avant. Tu sais, comme tu l'as dit dans son début de carrière, il va mettre sa tête en avant. Et là, Onigam, boum! Tu vois, tu as le coup de tête. Alors pour toi, volontaire ou pas volontaire, selon toi, Vincent? Alors, il est problématique, ce coup de tête d'Onigam. Avant de parler du coup de tête, donc je vais y revenir bien sûr, mais pour resituer un petit peu le contexte, c'est vrai qu'il faut rappeler que Curry avait de plus en plus de mal à faire la limite des welter, et en 86, il pensait déjà aller vers Mike McCallum. Et c'est vrai qu'il y aurait une petite histoire où Suarez Léonard, soi-disant, il aurait conseillé de rester en welter, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et il reste en welter.
Il a eu pas mal de soucis personnels. Je crois qu'il y avait son frère qui s'était foutu dans certaines embrouilles, son grand-père qui décède. Enfin, apparemment, soi-disant, il aurait pris énormément de poids. Il aurait eu du mal à arriver au jour J à la peser. Et Je crois que c'est par-dessus vrai. Je crois que c'est vrai, ça se voit. je pense que c'est vrai. Mm. Et comme tu dis, par-dessus le marché, ben, il a un mec en face qui est pas venu pour chômer, qui est là pour amener le combat dans la gueule. Et d'entrée de jeu, ce qui est surprenant, c'est le rythme que va mettre Lloyd Onegan. C'est-à-dire qu'il bouge, qu'il rafale et tout. Et Curry, ben, tu sens que ouais, il sait pas par quel bout l'aborder. Comme tu dis, à chaque fois, il est obligé de reset, c'est-à-dire de dire attends, là, il faut que je prenne un pas de recul. Et il a vraiment du mal avec ce boxeur-là. Il se fait dominer. Alors, il va avoir un petit peu quelques meilleurs moments à partir du 4e et dans le 5e. Et le coup de tête, je crois, alors surgit au 5e ou au 6e, je me souviens plus. Est-ce qu'il est volontaire? Je n'ai pas eu l'impression qu'il était volontaire. Mais effectivement, tout va se jouer là-dessus parce qu'en fait, ça va faire stopper Curry, qui va peut-être un peu aussi. En fait, je crois que c'est vraiment lui qui revient dans son coin, qui dit qu'il veut pas continuer. Et on se demande, est-ce qu'ils ont essayé peut-être dans le clan Curry de se dire, bon, on voit que ça se passe pas bien quand même sur le ring, parce que même si Curry revenait un peu dans le combat, c'était très dur. Est-ce qu'on va pas prendre cette porte de sortie, de dire, bon, mais il y a eu un choc de tête, blessure, disqualification, sauf qu'en fait, ça se solde par officiellement un abandon, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Et ce qui donne les titres à Onigam. Ah, Ce qui donne Onigan. les titres à Onigan, et c'est une douche froide. Ah oui, C'est une douche froide. Je pense que toutes les raisons que tu as évoquées sont réelles, sont totalement réelles. Et c'est vraiment. Il doit s'en mordre les doigts, parce que comme tu le disais, il a déjà envie d'aller chez les Super Walter et de faire des grands combats. C'est des mecs qui chassaient. Curie fait partie de ces quelques personnes qui n'avaient pas peur de chasser Léonard, Hagler, oui. Ernst et Durand. Ils n'avaient pas peur de les chasser, tu vois. Rien que ça, moi, je les idolâtre, parce qu'il faut être taré, tu vois. Et tout, mais c'est génial. C'est Ah génial, oui. tu vois. C'était des bonhommes. Et là, c'est une douche froide, et ça vient complètement stopper tout ce qu'il a construit. C'est vraiment un énorme stop. Et donc, je suis d'accord avec toi, ils ont essayé de porter une porte de sortie. Moi, je crois qu'il y a un truc aussi chez les boxeurs qui connaissaient Curry et qui savaient le faire vriller. Pas le faire vriller, mais le faire douter avec des coups de tête. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une suite de carrière qui va donc, il va changer, il se remet. Et là, un truc incroyable dans la boxe qui va se passer, parce que ça se passe coup sur coup. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait beaucoup penser à ce qu'avait vécu Terry Norris. On va parler de Terry Norris. Ah. Contre Luis Santana. C'est-à-dire que Santana lui fait des coups de Trafalgar 2 fois de suite. Tu dis, c'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible. Eh ben, Donald Curry, dans ses années 86-87, tu vois. 87, ouais. C'est ça, à la suite de sa défaite de septembre 86, ces 2 combats vont se jouer, si je ne me trompe pas, vont se jouer contre un Montgomery et un Santos. Alors, je crois que Montgomery était un ancien boxeur. Je ne sais plus si c'est Santos ou Montgomery qui était un ancien sparring partner de Donald Je Curry. crois que c'est Montgomery, ce qui est d'autant plus sur la fin d'ailleurs. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, les deux, Montgomery comme Santos, ne vont pas hésiter. C'est flagrant. Là, il n'y a, pas à se poser cette question. C'est flagrant. Dès qu'il y a une occasion, et parce que Curry, dès qu'il est là, tête en avant, bam, énorme coup de boule, mais qui mérite disqualification totale tout de suite. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Mais 2 fois de suite, les mecs sont là, et moi, j'ai vraiment l'impression d'assister à des mecs qui sont là, qui ont un contrat. Qui ont un contrat possible, sur la gueule de Curry, et ils s'en foutent de gagner ou de perdre, ils s'en foutent carrément de leur carrière. S'il faut mettre des coups à Curry, il faut l'ouvrir, il faut le faire mal. C'est vachement bizarre cette histoire. C'est vachement bizarre. C'est super bizarre. Alors en plus, comme tu dis, il y a des premiers coups de tête, et au début, tu peux dire, allez, pourquoi pas un accident, puis tu vois que ça devient quand même trop récurrent pour ne pas être volontaire, et l'arbitre va retirer des points, et ça continue. Et contre Montgomery, au 5e, l'arbitre dit, bon, mais maintenant ça suffit,
disqualification parce que ça s'accumule, il y en a trop. On voit d'ailleurs Curry, et c'est là que c'est d'autant plus marquant, effectivement, parce que Montgomery était l'ancien sparring, et Curry, à la fin, ne se contient pas et va le frapper après la cloche. Il perd son Au-dessus de sang-froid. l'épaule de l'arbitre. Ouais, complètement. Et deuxième combat, alors du coup, en fait, il prend quand même, alors on n'a pas précisé, son premier combat dans la division des super welter. C'est-à-dire que ça y est, il est monté de poste, qui tend à prouver qu'il avait effectivement du mal chez les welter. Et c'est pour un titre US. Donc il le gagne, mais sans grandeur, parce qu'on se dit, c'est une disqualification. Alors lui, il est pour rien, forcément. Mais voilà. Et deuxième combat, défense de ce titre US, qui je pense est un combat un petit peu pour dire, vu que le dernier combat, ça s'est fini en queue de poisson, on va essayer de corriger le tir. Et il se passe la même chose. Et au même round, Santos, pareil, au 5e round, est disqualifié. Effectivement, c'est très bizarre que ça arrive, ce genre de truc, 2 fois d'affilée. Et donc, en fait, ça entrave même la carrière de Curry, c'est-à-dire qu'il revient avec des victoires, mais c'est des victoires qui sont toujours particulières. Une victoire par disqualification, c'est jamais, hélas, une grande victoire. C'est des coupures, c'est des coupures. C'est très, écoute, vraiment, il devait se passer quelque chose dans le monde de la boxe, entre eux, dans le microcosme, pour que il y ait des attentats comme ça sur un mec. C'est très spécial. Moi, j'aimerais connaître votre avis, qui nous regardez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que c'est un chapitre de boxe moderne. On n'est pas dans les années 20, on n'est pas dans les années 20 ou 30, où c'est très spécial. Et d'ailleurs, on ne sait pas tout encore, je pense. Ouais, mais c'est vrai que ça pousse à revoir effectivement de notre œil le combat contre Lloyd Donegan, comme tu le disais. Est-ce que effectivement. Ils l'ont regardé, ça c'est sûr, ouais. Tout à fait, c'est sûr. Et pardon. Et donc, malgré ces défaites je dis défaites, ces victoires qui n'aident pas, il est dans une nouvelle catégorie. Il s'est fait mener par le bout du nez par Monsieur Sugar Ray, tiens, ça rime, tu vois ce que je dis, qui il est con aussi d'avoir demandé des conseils à Sugar Ray. L'histoire dit qu'il a demandé conseil à Sugar Ray, comment tu vois ma carrière, je veux un grand combat, comment je fais pour avoir un grand combat? Oh, restons Walter, on verra bien. Puis, voilà, pendant que Sugar... vas-y. Qui aurait pu, je me permets de dire, qui pouvait peut-être prévoir que Sugar Ray il allait nous faire ce comeback? Peut-être qu'il s'était dit, ouais, maintenant il est à la retraite, c'est fini pour lui, quoi. Ah ouais, moi je le sens plutôt. Ouais, il était sincère, il était naïf. Oui. Il était naïf. Tout à fait. Et donc, voilà. Et on est chez Super Walter. Les choses pour les 4 Fantastiques continuent à se faire sans Donald Curry et sans Mike McCallum. Et donc, je vous renvoie à la discussion Mike McCallum, tu vois, qu'on a fait l'année dernière, jour pour jour. Elle est toujours disponible. Elle est où? Elle est dans la playlist. La playlist est dans la description de cette vidéo. Et oui, vous m'en direz des nouvelles. Parce qu'on va parler d'un... moi, j'adore ce combat. J'adore. Ouais. Choisis l'affiche. J'ai celle-là et puis j'ai le programme de la soirée. Tu préfères quoi? Regarde. On va remettre la première. Ouais. La première, elle est belle. Hein. Ouais. Elle est belle, la première. Qu'est-ce qu'elle est belle. Un bon titre, oui, j'avais jamais fait attention. Armée et dangereux. C'est un titre d'un film avec John Candy en plus. Qui sort, je crois, même à la même période. C'est rigolo. Ah ouais, ils ont surfé sur le... D'accord. Peut-être. Et McCallum, en juillet, t'imagines juillet à Las Vegas, la fournaise, McCallum contre Curry. On est dans le hangar du Caesars Palace. Écoute, moi j'adore le broadcast. Le broadcast, vous pouvez le retrouver facilement sur YouTube. Mais c'est un délire. Moi, je suis en transe hypnotique, tu vois. Ça commence, c'est HBO, mais en fait, tous les codes qu'on aime sont déjà là. La mise en abîme, tu vois, ça commence tout de suite par un petit documentaire avec de la bonne musique de l'époque. C'est Richard Palmer, Someone Like It Hot, un truc comme ça. Vous allez entendre la funk vous êtes dans le délire à fond là. Portrait de Mike McCallum qui avait une vie pas facile à l'époque. Il avait perdu sa femme, etc. et tout. McCallum, portrait de Curry, où on me dit il y a beaucoup de questions sur Curry maintenant et tout. L'entrée sur le ring, on les voit sortir du vestiaire et tout. Mais c'est une dinguerie. Moi, je suis trop fan de ce
de ce combat. J'adore, mais j'ai envie de t'écouter là-dessus. Vas-y. Bah, c'est ouais, comme tu dis, il y a toute l'ambiance qui se met en place. On sent que Curry, c'est son moyen de prouver à tous qu'il est de retour. Et McCallum, ben forcément, c'est l'occasion enfin aussi de franchir une marche parce que jusqu'à présent, Parce il a que battu des gros noms, mais et il lui manque chasser encore. Marvin Voilà. Hagler. Et Et chasser voilà. Marvin Hagler. Et il a besoin de ce tremplin aussi pour pouvoir être considéré comme pouvant entrer dans l'équation, comme tu le disais, avec les 4 fantastiques. Et alors, c'est très beau à voir en plus parce que Curry, qui a revêtu un short noir uni, la mode avait été un peu ramenée par Tyson, et forcément, dans Ouais, ces années-là, magnifique. c'est Mm. magnifique. Et ce qu'il faut noter dans ce combat, Et c'est que McCallum avec Curry, ouais, les couleurs de la Jamaïque. de la Jamaïque, bien sûr. D'ailleurs, pour rappel, Avec, Lloyd Onegan avec était d'origine jamaïcaine, hein, c'est ce qui est vrai. marrant à souligner. Ce qui est marrant à souligner, mais la Jamaïque, énorme terre de boxe. Ah oui, Énorme terre de boxe. Il faudrait même en faire une vidéo. ouais. Là, c'est une énorme terre de boxe. Et couleur de la Jamaïque pour McCallum, avec Lou Duva dans son coin, avec le Oui. préparateur physique qui deviendra célèbre parce qu'il sera préparateur physique de Evander Holyfield par la suite. Là, il est tout jeune, vous le voyez. Et George Benton. George Benton dans le coin. Peut-être, à mes yeux, le plus grand entraîneur de tous les temps, George Benton. Je vous en ferai une vidéo bientôt. George Benton, donc, quand tu es Curry, tu affrontes pas seulement Mike Callum, tu affrontes la science de George Ouais, Benton. c'est Et tu ça. affrontes aussi les nouveaux programmes de, de fitness aussi qu'il y a dans le coin. Enfin, tu affrontes une modernité, en fait, Oui. quand tu affrontes McCallum. Excuse-moi, vas-y, Vincent. Ouais, non, mais tu fais bien de le souligner. D'ailleurs, le parallèle avec Holyfield qui explosait dans cette année 87, et là, on voit le fruit de ce travail-là. Et ce qu'il y a d'assez fort, c'est que Curry, dans ce combat, est quand même très, très bon. Il est très en Et ouais. forme. Et il a faim. Et il est là, Curry. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des doutes sur lui, mais là, tu peux voir d'entrée de jeu que si il est là au premier round, c'est plus McCallum qui contrôle et qui va notamment en direct chercher le corps, hein, le body snatcher, avec ses crochets. Et au deuxième round, Curry il va toucher McCallum avec une droite qui va lui faire Bam plier les genoux, mais elle est énorme. Comment Vraiment, n'est elle pas, arrive. comment n'est-il pas tombé? C'est Ouais, encore un c'est ça. mystère. C'est ça. Comment il tombe pas sur ce coup, McCallum? La droite de l'enfer. Ouais, c'est incroyable. Et le troisième round, McCallum revient pas mal, mais au quatrième, à nouveau, Curry va placer cette droite. Mais alors, et puis il place des combinaisons, et Curry est en train de prendre les devants. Et dans le cinquième, Curry est encore très bien. Et puis, McCallum, il va y avoir ce désaxement et ce crochet du gauche qui arrive. Bah. Et alors là, extinction des feux, Curry qui tombe, tu sais, les bras en croix. Bon. T'as l'impression que c'est une mise en scène presque, la façon comme il tombe, Curry. Il tombe comme ça, et il bouge plus. C'est fini. Terminé. Extinction des feux. Fini. Et c'est choquant parce qu'il C'est y a choquant. match. Parce Il y a qu'il y a match. match. Et puis Voilà. là, quelque part, on se dit, là, on voit la vraie, peut-être première défaite de Curry. Parce que contre Onegan, comme tu dis, il y avait un petit peu d'embrouille. On se dit, est-ce qu'il y avait les problèmes de poids? Ça finit sur un coup de tête. Là, c'est clair, c'est net. Donald Curry vient d'être mis KO, vient de perdre, quoi. Voilà, dans un grand combat, dans une belle Ouais. soirée qui vous montre un peu. Tu vois, c'est ça, les soirées qui indiquent la valeur de l'époque. C'est trop facile d'aller sur Léonard Hagler. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ou sur les Oui, oui. Tyson, tout ça. Ce qui vous donne la valeur d'une époque, c'est tous ces seconds couteaux, c'est terrible à dire, hein, c'est des Hall of Famers. C'est tous ces seconds couteaux qui ont fait des trucs de dingue dans la même période, tu vois. Donc, je veux dire, il y a la densité de la période est véritablement presque inégalable. Cette Ah année ouais. 87, si tu aimes la boxe et que tu as vécu à fond l'année 87, bon, bah, tu peux mourir tranquille, quoi. Je veux dire, le plus tard possible, mais tu peux mourir tranquille, tu vois. Voilà. Voilà. Pour reprendre notre grand philosophe. Et, et c'est une énorme défaite Ah ouais. parce que c'est un chaos, c'est la défaite radicale et qu'on ne questionne pas en boxe. Voilà. L'image aussi est impressionnante. L'image que ça en reste, que ça en laisse, est très impressionnante. McCallum a l'une de ses plus grandes victoires. Sa plus Oh, la grande plus victoire, grande, peut-être. ouais, je pense. Oh Hein. oui.
Moi, je pense que oui. Voilà. La plus grande, Voilà. ouais. L'une de ses plus grandes victoires, on vous conseille, revoyez cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, le lien dans la description. Et alors qu'il peut-être il avait trouvé sa nouvelle catégorie, finalement, il a trouvé le champion trop tôt, quoi. Je pense que Donald aurait eu besoin peut-être 2-3 combats supplémentaires pour affronter McCallum. McCallum en 87, et tu en viens à regretter, mais là c'est une autre discussion, tu en viens à regretter que Hagler n'ait jamais affronté McCallum. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Tout comme, bon, on a failli avoir Ernst McCallum, et moi j'ai toujours dit que je pense qu'il valait mieux pour Ernst que ça ne se soit pas fait. Tu vois, non, mais et quand tu vois le combat, quand tu vois ce combat-là, tu comprends. Ah ouais. Tu comprends pourquoi tu peux avoir cette opinion. Tout à fait. Ah ouais. Je le comprends tout à fait. Donc, il y a une vraie réinvention à faire. Et oui. Mais en restant dans la même catégorie. C'est ça que Donald Curry va faire. Mais en restant dans la même catégorie, parce qu'en fait, il se sent bien. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est un mec qui allait cartonner chez les Walter et les Super Walter. Pas plus que ça, moi, je pense. Et donc, il se refait, petite victoire, enfin, victoire là, ici et là, mais il va quand même réussir à regagner un titre. 2 ans plus tard, enfin, même pas 2 ans, 1 an plus tard. C'est oui, sensiblement un an plus tard. Oui, mais c'est juillet 88, donc tu vois, on est presque un an pile, ouais. Ah bah voilà. Gianfranco Rosi. Tu vois, ça attend pas beaucoup. Hein. Après un tel chaos, parce que c'est pas son combat de retour. Hein. Je crois qu'il en fait 2 avant. Hein. Oui, tout à fait, je te confirme. Ouais. Donc après un tel chaos, on était encore dans une boxe qui n'avait pas beaucoup d'humanité. Hein. Alors c'est le retour de Donald Curry en Italie contre Gianfranco Rosi. Qui va être un personnage. Gianfranco Rosi, c'est un personnage. Il aura affronté Gilbert Dele, il aura affronté René Jacot, il aura affronté Donald Curry. Et Curry va réussir à reprendre la ceinture WBC. Et alors, à la boxe, Curry au-dessus. Vraiment au-dessus. Mais vous savez quoi? On est un peu dans un moment, dans un sentiment un peu comme, alors à moindre mesure, hein, évidemment, comme Ali contre Frazier à Manille. C'est-à-dire que s'il l'avait pas arrêté, et je crois que, si Rosie s'était engagé pour ce 10e round, c'est peut-être Curry qui aurait abandonné. Et il le dit, ça. Et j'ai retrouvé une interview de Donald Curry qui le dit. C'est-à-dire que il dominait, mais physiquement, il n'était pas très bien. Il se sentait pas bien tout le combat, il est pas bien. Et il se demandait s'il fallait pas qu'il abandonne. Il était dans un état second, il se sentait pas bien. Il fait au 9e, il fait une accélération pour essayer le tout pour le tout, qui est pas énorme, hein, son accélération, mais c'est suffisant pour que Rosie ne s'engage pas au 10e round. Et donc, presque par chance, Curry redevient title holder WBC. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Ouais, bah c'est quand même une victoire impressionnante parce qu'il avait un peu envoyé tous les meubles sur la tronche. Il faut rappeler qu'il l'envoie 5 fois, je crois, au tapis. J'avais noté, il l'envoie une fois au tapis dans le 2e, 4e, 2 fois au 7e et 1 fois au 8e. Donc effectivement, c'est peut-être pour ça qu'au bout d'un moment, il était peut-être sur le point, effectivement, comme tu dis, d'abandonner, de dire mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, il se relève à chaque fois. Il finit par le faire abandonner. Donc c'est quand même une grande victoire, mais qui est prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on dit Gianfranco Rosi, c'est pas un gros nom à cette époque de la boxe. Quand je veux dire là, je veux dire c'est pas McCallum, voilà ce que je veux dire. Et bon, ça se fait en Italie, donc c'est loin des États-Unis, donc ça n'a pas un retentissement particulier. Donc oui, Curry est de nouveau champion, mais on sent que les États-Unis l'ont peut-être un peu oublié. Et bon, on se pose des questions. On se dit au final, il peut encore faire des choses, mais sa carrière n'aura plus jamais la même ampleur que par le passé. C'est ça. Et ça se joue à quelques mois de moins bien. Quelques mois de moins bien dans la carrière d'un boxeur. Et voilà, c'est vrai, parce que déjà à l'époque, même s'il a retrouvé une ceinture, Donald Curry, le Cobra, on en parle, mais on en parle avec le souvenir de sa grande épopée Walter. Le prestige n'est plus là.
on n'en parle plus en tant que danger dominant du moment, de l'instant T. On parle déjà parce que il avait tellement marqué les esprits en termes de technique, tout ça, des journalistes, que les journalistes gardaient ce sentiment pour lui, mais qui n'était plus, mais l'aura n'était plus la même, comme tu le dis. Et ce qui explique que cette ceinture, il va falloir la fructifier, voilà. Mais il la fructifie pas tant que ça aux États-Unis, puisque deuxième défense de cette ceinture, pas la première, mais la deuxième, on arrive en France. On arrive en France pour une énorme page de la boxe française. Une énorme page de la boxe française, trop oubliée, je te dirais. Enfin, Ah oui, les on en fans, parle pas assez. les fans ne l'oublient pas, mais c'est une énorme soirée. Ça va être à Grenoble. Erreur, je pense, du clan McCallum, c'est qu'ils se sont dit, bon, on va aller en France, mais ils ne sont pas renseignés sur ce qu'était Grenoble, tu sais. La France, c'est pas Paris, tu vois. Je pense que être en altitude, comment dire, être dans une ville près des montagnes et tout ça, ils s'attendaient pas du tout à ça, Ouais, ils le savaient clan pas trop où Curie, ils tu vois. allaient, peut-être, quand même. Ils savaient pas trop où ils allaient, pour vous dire. Alors, on est en 89, et écoute, je t'en parlais cette semaine. Je me suis rematé, ce combat-là, je l'avais maté une fois dans ma vie, tout ça, tu vois, et j'en restais avec le souvenir. Je me suis rematé, mais il est, franchement, le broadcast de Canal+, c'est Boutier et Bietri au micro, Lustig qui est sur le coin du ring pour faire les interviews. Il est fou, ce broadcast. Parce qu'en fait, la scénographie est pas mal, est vraiment pas mal. On a déjà tous ces codes modernes. La scénographie est pas mal, la descente des marches, vraiment, vraiment bien trouvé. Oui. Le décor aussi. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de moderne. Alors que là, maintenant, on est en train de parler d'un truc de 33 ans, c'est ça? Hein, Et oui, voilà, tu 33 ans, sais, putain. C'est l'âge du Christ, tu vois. Et, et René Jacot est un boxeur où on se dit, en termes de skills, il n'est jamais au niveau de Curry. Mais ce soir-là, en termes de cœur, c'est Curry qui est pas au oui, niveau. C'est Curry c'est qui ça. est pas au niveau de Jacko. C'est C'est ça. juste Curry qui est pas au niveau de Jacko. Alors, c'est un combat plus équilibré que ce qu'on en dit. Oui. C'est beaucoup plus équilibré que ce qu'on en dit. C'est-à-dire que Curry va essayer tout le temps de boxer, tu vois, et tout, mais il va pas trouver ni les ouvertures, ni la bonne dynamique. Il aura jamais de momentum, Curry. Et c'est plutôt Jacko qui va plutôt surboxer par rapport à son niveau. Mais bien. Ah Et oui. bien. Et en fait, il fait un exploit de ouf. Pour moi, c'est comme s'il faisait un exploit de serre en Coupe de France, quand une petite équipe va taper, je sais pas, va taper le PSG, tu vois. Et que pendant 20 minutes, ils jouent au-dessus de leur niveau, et que tu dis, bon, ça va exploser en vol, tu vois. Mais non, ça explose jamais en vol. Ça explose pas en vol. Jusqu'à la dernière seconde, ça explose pas. Et, et malgré des Oui, grosses. oui. Voilà, tu vois, il s'en prend des belles. Mais René est vraiment là intelligemment, il est dans un in-out à sa façon, tu sais. C'est pas le besogneux qui va arriver tête contre tête et qui va rester comme ça. C'est pas du tout ça le délire. C'est pas du tout ça. C'est finalement, par rapport aux armes qu'il avait en lui, je trouve que c'est c'est René Jacot qui a été ultra intelligent et qui a fait le game plan parfait pour ce qu'il pouvait donner. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Ouais, ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi. En fait, le début du combat, effectivement, tu vois, comme tu le dis, qu'il y a un écart technique entre les deux. Que Curry prend ce combat en se disant, écoute, si je le boxe comme je fais d'habitude, ça doit passer. Et Voilà. je pense que les premiers rounds le mettent en confiance. Il se dit, bon, ok, je suis quand même au-dessus. Mais il va y avoir ce côté aussi que il est très focus, en fait, Jaco, il est très concentré. Ouais. Et il garde son Ça rythme parce soit. qu'au début, tout le monde dit un peu, ouais, Vincent, je bon, te dirais que si René nous écoute, je te ouais, dirais qu'il est possédé, René Jacot. ouais. Moi, Ah je le ouais. trouve possédé. C'est-à-dire que même son coin n'est pas au niveau Oui, de c'est vrai. focus que lui. Mm. Lui. Et même, il les engueule, hein, d'ailleurs. Regardez plusieurs fois, il engueule les mecs de son coin, bah, tu sais, même pour enlever les gants. Enfin, à plein de moments, tu sais, parce que lui, il est sur Ah ouais. un niveau, mais tu vois, et il fallait être à ce niveau-là. Et il y est. Excuse-moi, Vincent.
Non, non, mais je t'en prie. Et ouais, mais c'est ça. Et en fait, au début, bon, on dit c'est pas trop mal ce qu'il fait, mais il en fait pas assez. On se dit, mais est-ce qu'il peut vraiment en faire plus? Et puis, petit à petit, effectivement, il se met à en faire plus. Il se met à trouver son rythme, à s'installer. Et sans avoir trop l'air d'y toucher, d'un coup, on se dit, mais il est en train de gratter des rounds là, Curry. Et Curry, effectivement, prend conscience de la chose peut-être même un peu tard et commence effectivement à toucher plus durement. Mais Jaco, effectivement, il y a du cœur et il y a du répondant. Et il est calqué un peu sur le rythme de Fury et il accélère quand il faut accélérer. Comme tu dis, il fait, avec ses armes, il fait vraiment le combat parfait en fait. Il sait contre-attaquer quand il faut, il sait reculer quand il faut, il sait mettre, il fait vraiment le combat. Et Curie ne s'y attendait probablement pas et il réalise, je pense, un peu trop tard dans quoi il s'est Ouais, embarqué et qui s'est fait exact. un peu endormir peut-être justement par Ouais, Jaco il va qui l'a endormir. très bien mené en bateau quoi. Tout à fait, tout à fait. Il se réveille vers le 9e, 10e, tu sais, Ouais. tu sens le moment, l'urgence, tu vois, sur l'urgence. Et Jaco qui fait un game plan merveilleux. D'ailleurs, Vincent, on va lancer un appel, hein. Alors, si vous connaissez René ou si René nous écoute, ça ne, Vincent comme moi-même, ça nous ferait très Ah bah, plaisir de parler avec lui, de parler de ce grand moment qui fait que René devient un Hall of Famer français, hein. bien Clairement, sûr. Puis c'est le clairement. Il vient premier champion du monde depuis 30 depuis. ans à ce moment-là. Voilà, c'est ça, exactement, hein. C'est très important. Ça sera vécu de façon très importante. Tu sais que même Mitterrand, il va féliciter Jaco. Ah ouais, tu vois, Et je ne savais même pas, ouais. si, il va le Ouais. féliciter. Même Mitterrand le félicite pour te dire, tu vois, que c'était vraiment important. Et puis surtout, c'est une prise de titre qui est énorme, comment dire, énormissime pour un Français. Bah oui. C'est énormissime cette prise de titre parce que c'est Donald Curry en face. Même si c'est le Curry de 89, qui n'est pas le Curry de 85, on est bien d'accord. Mais sauf que le mec a impacté déjà la décennie Bien et que sûr. voilà, et que c'est fou quoi. Je veux dire, c'est génial. Et c'est presque le moment est hors du temps. Moi, j'ai revu le combat et ce moment est hors du temps. Moi, je trouve, c'est génial. Et Jaco est possédé. Donc vraiment, René, si tu nous écoutes, on adorerait parler avec toi parce que en plus, Hall of Famer français avec une carrière incroyable. Incroyable et à la fois frustrante parce que tout s'est tenu à un putain de genou, hein, Et oui. qui pète parce Et que oui. je pense que René aurait pu il aurait pu faire encore des très très grandes choses et le Mugabe, moi je pense qu'il pouvait le gagner. Il pouvait le gagner le Mugabe. Oui, Enfin ben bref. surtout quand, bon, ça sera un autre débat, mais quand tu vois ce Ouais. qui s'est passé derrière avec Norris, le combat qu'il fait, même s'il est Ah ouais. perdant, tu vois quand même qu'il y avait, bien sûr, Il y avait un truc. Il y a bien un sûr. truc. Alors pour cela, c'est en 1989. Vraiment, euh, je vous conseille d'aller voir tout simplement ce combat si vous aimez les boxeurs français, mais que vous dites oh c'est un vieux truc et tout ça. Ah non 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 non. C'est Non. hyper moderne. C'est hyper moderne en plus. Franchement. Franchement, vous pouvez même pas dater vraiment ce moment tellement la retransmission est pas mal et tout. Et puis, enfin, c'est un grand moment. Et malheureusement, c'est un moment tragique pour Donald Curry parce que après le Ragamuffin Man, il se fait avoir par le Frenchman. Tu vois ce Et que je veux oui. dire? Et parce Et que oui, ben pour les Américains. Curry, c'est quand même l'homme qui se fait prendre des upsets. Et c'est le upset 1989 pour tout le monde. Et oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. C'est le upset. Et il a déjà 2 upsets contre lui dans sa carrière aussi. C'est important. Ça veut dire des choses. Donc là, perte du dernier titre finalement qu'il aura. Perte du dernier titre et réinvention. Mais alors, quelle réinvention à partir de là contre René Jacot? Bah, il va faire des combats. Je ne sais pas si c'est toujours en super welter ou en moyen. Mais donc, Alors, je crois qu'il y a un premier combat qui refait un super Walter, et après le deuxième, il passe chez les moyens. voilà. Et Curie va retourner encore une fois en France. On est en À 90 Paris, à à Paris Bercy. pour une énorme soirée sur Canal+. Énorme soirée, ils avaient mis les petits plats dans les grands, c'était très important pour eux. Donc une affiche complètement 100% américaine.
où Donald Curry a quelque part sa dernière chance de réinventer sa carrière. Mais c'est trop. Curry chez les moyens, ça passe pas. Mais alors, Curry chez les moyens contre Michael Nunn en 1990, voilà, c'est pixelisé la photo là, tu vois. Michael Nunn contre Donald Curry en 90, ça ne pouvait pas le faire. Non, Ça c'était ne pas pouvait possible. pas le faire. Michael Nunn, c'était une. Le mec, il n'avait pas des jambes, il avait des échasses. Il faisait quoi, enfin, il était hyper grand pour un poids moyen. Ouais. Gaucher de son état, avec un cardio assez énorme. C'est-à-dire que le mec il pouvait être en mode mobilette pendant 12 rounds, facile. Qui boxait bien, qui pouvait chercher le corps sans être touché lui-même. Impossible à boxer. Et malgré toute la science du ring de Donald Curry, c'est un combat qui est tristouné parce que c'est pas beau à voir, parce que Donald n'a aucune solution. Et on va tranquillement, doucement, round après round, vers l'inéluctable, c'est-à-dire un arrêt. C'est-à-dire un arrêt qui fait mal d'ailleurs. Il prend cher Dans sur les ce cordes, combat. ouais. Il prend cher. Il prend très cher, ouais, c'est comme tu le dis, déjà, il y a les moyens, puis Michael Nunn, c'est le boxeur du moment à cette époque-là, quoi. Le KO qu'il a mis l'année précédente à Sumbu Kalembe, c'est Hollywood, voilà, c'est tout ça, Michael Nunn, c'est le nouveau prodige un peu de la boxe. Ouais. Est-ce qu'on Joe Gossen pensait... dans son coin. Joe Gossen dans son coin, on pensait peut-être qu'il y aurait match dans le sens où Marlon Starling, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été le rival de Curry, avait posé quelques difficultés à Nunn quand même juste avant. Mais le fait est que c'est lui en France. Alors je dis pas que l'événement est pas grand et qu'on n'a peut-être pas mis l'argent sur la table, mais est-ce que ça traduit pas aussi le fait que Michael Nunn vienne en France, un désintérêt du public américain pour Donald Curry, pour cette affiche, de se dire au final c'est joué d'avance, quoi. Là, c'est retransmis en direct sur Showtime, quand même. Oui, Donc, oui. c'est retransmis sur Showtime, et je te dirais que il y a une histoire de chèque. Je pense que les Français ont été généreux. Ils avaient besoin d'un combat de prestige en fin de soirée. C'était vraiment une soirée prestige pour Canal+. Et il y avait eu plusieurs combats, et il fallait finir par Par quelque chose de gros, de ouais. grands noms. Curry était connu du public français. C'est vrai. Et donc, j'ai presque l'impression qu'on assiste à un casting ce soir-là. Tu vois, mes quelques discussions avec Christian Delcourt me font sentir qu'il y avait ce casting-là parce qu'il était connu des gens, et Donald Curry, ça, tu sais, ça résonnait pour le public français, pour les lecteurs de l'équipe, etc. Donc il y a ça, mais sportivement, de toute façon, il fallait être James Toney pour se sortir de Michael Nunn. Ah oui, non, mais c'est ça. C'était hyper compliqué. Tu ne pouvais pas gagner contre Michael Nunn à ce moment-là. C'était Ah oui, impossible. non. Nunn était beaucoup. Et puis, effectivement, comme tu dis, tu vois, dans le combat, qu'en termes de rythme, de physique, il n'est pas du tout. Et petit, tu vas vers l'inéluctable. Et à la fin, il s'effondre dans les cordes. Tu le vois qui tombe petit à petit sous les coups, les enchaînements de Michael Nunn, quoi. Ouais, tout à fait. Et voilà, donc cette parenthèse moyen, c'est plus que moyen, justement. C'est que c'était pas à faire, parce que Curry, vu sa boxe, était vraiment un Walter, voire super Walter, mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là, ça se voit. Et donc, Curry va encore avoir l'opportunité. La boxe est aussi une industrie. Va avoir encore l'opportunité de vendre son nom face à encore un champion. Et c'est ça c'est pour ça que c'est une carrière quand même assez dure, Curry. C'est qu'il aura été apposé à des mecs qui sont en feu, quoi. Ah ouais. Qui sont en feu. Il l'aura jamais facile toute cette fin de carrière, tu sais. À partir de 86, et à partir de sa défaite surprise, mais il n'aura pas du tout une carrière facile. Il n'y aura eu aucune facilité. Tu vois, on peut supposer que Jaco était la carte facile, et même ça s'est retourné contre lui. Donc voilà. Je vous conseille d'aller voir notre discussion qui remonte un petit temps, mais qui est dans la playlist, dans la description de cette vidéo, la discussion Terry Norris.
avec Antoine et avec Christian Delcourt. Discussion qui était vraiment, vraiment passionnante et où on a reparlé encore une fois de Donald Curry. Pourquoi ? Parce que Terry Norris est en feu, un des plus grands super welter, on en a parlé d'ailleurs tous les deux dernièrement, ou même toi, quand tu fais ton all-time super welter, maintenant tu as envie de le mettre premier. Ouais. Tu nous en avais parlé quand on avait fait ce fameux live. Et donc va arriver le combat, regarde, Terry Norris contre Donald Curry, et il y avait Meldrick Taylor contre Garcia, et qui annonçait l'année suivante le combat entre Terry Norris et Meldrick Taylor. Oui, c'est vrai. Pardon. Et ça se passe à Palm Springs, en Californie, donc du côté du sud de la Californie, 1er juin. Et c'est le chant du cygne. C'est le chant du cygne pour... Tiens, je te mets la photo de ce soir-là, de Donald Curry, qui... honnêtement, qui vend chèrement sa peau. Oui. Parce que Terry Norris, il faut bien comprendre, lui aussi, chez les Super Welter en 91, tu ne peux pas gagner contre. Tu ne peux pas gagner contre lui. C'est juste impossible. Voilà, il a mis sa raclée à Sugar Ray Leonard. Voilà, mais même sans ça, il marche sur l'eau. C'est un moment où il est tellement... Il est explosif. Sa boxe est parfaite. Et voilà, j'ai une photo que j'ai retrouvée, que je trouve symbolique parce qu'ils sont dans la même position. Tiens, je vais essayer de vous la montrer. Je ne sais pas si tu la vois bien. Ouais, je la vois, ouais. Peut-être lève-la un peu pour les pirates. Ouais, comme voilà, ça. qu'on voit bien les gardes, ouais. Alors, ils sont exactement l'un l'autre dans la même position et c'est vraiment un passage de flambeau. C'est vraiment un passage de flambeau. Magnifique combat à regarder. Encore une fois, si vous êtes des scientifiques, si vous êtes des students of the game, si vous êtes des étudiants de la boxe, c'est un combat à regarder. Vraiment, parce que Curry tente d'y aller, mais de façon appliquée, et Terry Norris est lui aussi appliqué. Mais il y a un problème de fraîcheur et de jeunesse. C'est-à-dire que quand Curry a une bonne séquence, ça s'arrête là. Quand Terry Norris a une bonne séquence, ça s'arrête pas là. Tout simplement. Et c'est un peu l'image du combat, et inéluctablement, on va aller aussi vers un arrêt, mais avec un combat qui, pour un dernier grand combat, parce que ça sera le dernier grand combat de Donald Curry, qui a beaucoup de dignité. Moi, je trouve que c'est un Curry qui est très, très digne sur ce combat et qui vend chèrement sa peau, malgré tout. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, en fait, tu l'as très bien rappelé. Ce qui est fou, c'est que Curry prend coup sur coup deux phénomènes de leur KT. Il monte en moyen pour Nunn à l'époque où Nunn il est imprenable chez les moyens. Et là, il va en super welter contre Terry Norris. Effectivement, c'est le moment où Terry Norris, c'est une tornade. C'est vraiment, comme tu l'as dit, il est en feu. Ça se voit sur le ring, le rythme qu'il a. Il y a la vitesse, il y a la puissance, il y a tout. Et on sent très rapidement que Curry, il est dépassé. Il ne peut pas suivre ce rythme, il ne peut pas suivre cette jeunesse. Et déjà, ça se met à dérouler vraiment violemment dans les 5 premiers rounds. Il a quelques petits moments, mais assez rares. Et puis, c'est à partir du 6e round, à l'entame, que d'un coup, Curry se met à mieux boxer et à bien toucher même Norris. Alors, sans jamais vraiment pouvoir le mettre en danger ou l'ébranler, mais il y en met quand même de très bonnes. Et il se met un peu plus à rentrer dans le combat, dans le rythme du combat. Et tu sens que Terry Norris, à cette époque-là, il se dit « Ah ouais, tu veux vraiment rentrer là-dedans avec moi ? Ben, tu vas voir, on va y aller. » Et ça part. Et dans tout le 7e round, Curry est extraordinaire. Il tient la dragiote quand même à Norris dans les échanges. Et puis, vraiment, ça craque, il s'en prend une, il tombe déjà au 7e. Et au 8e, il revient très courageux. Et tu sens qu'effectivement, comme tu dis, il va en chèrement sa peau, il donne ce qu'il a. Et il est assez spectaculaire parce qu'il arrive quand même dans les échanges de coups à tenir tête. Et à nouveau, ça s'effondre et il va se retrouver KO complètement sur ce 8e round. Et il ne pouvait pas en être autrement, mais la volonté, le courage qu'il montre dans les échanges, c'est spectaculaire à tel point que dans le 8e round, moi j'ai revu le combat récemment, toute la foule autour hurle Curry, Curry, Curry. Quoi. C'est son dernier hurrah. C'est son dernier hurrah, son grand moment de hurrah. Et après, quelque part, ça en finit là. Il y aura des combats en 97 pour une tentative de retour, mais parce Curry aura une vie très, très difficile, beaucoup de problèmes.
beaucoup de problèmes avec la justice, où parfois il va s'appauvrir pour se défendre. Il est pris dans une histoire de drogue, alors parce que en fait des sparring partners à lui sont impliqués et apparemment il avait rien à voir, mais pour se défendre et pour avoir les bons avocats et tout, ça va lui coûter une fortune. Voilà, il devra aussi, il ira en prison pour rien avoir. Il ira en prison parce qu'il ne peut plus payer la pension alimentaire pour son ex-femme, donc il ira 6 mois en prison pour ça. Ah, ça rigole pas, hein, tous les pères célibataires qui nous écoutaient, hein, c'est une petite sueur froide au passage. Euh, non, mais c'est pas drôle parce que ça aura vraiment terni sa vie. Une vie finalement difficile. J'ai cru comprendre que maintenant il voulait devenir entraîneur. Bon, il a été, comme beaucoup, impacté par la boxe. Ouais. Voilà, au niveau de son élocution et tout ça. Alors, bon, il se tient encore droit, il n'y a pas de souci, mais c'est indéniable que la boxe a été terrible avec lui. Et par contre, la bonne nouvelle dans sa vie, c'est qu'il en 2019 a été intronisé au Temple de la Renommée, Ouais, au Hall c'est of vrai. Fame. Il est devenu un Hall of Fame, officiellement un Hall of Famer en 2019, avec un truc que je trouve m'a beaucoup déplu, c'est que ça a été suivi d'une mini polémique au sein des fans de boxe. Donc vraiment, c'est un truc, tu sais, le cercle est rikiki, tu vois. On peut se Mm. dire, oh là là, est-ce que c'est un grand Hall of Ouais. Famer, tout ça. Bon, ouais, il y a Buddy McGirt et Hall of Fame aussi, hein, tu vois, comme Mm. on en parle souvent. Alors effectivement, est-ce que c'est le plus grand des Hall of Famers? Non. Non, Mais est-ce que c'est, je sais pas, un moment d'histoire de boxe qui mérite le Hall of Fame? Oui. Oui, tout bien simplement, oui. sûr, mais Tout bien sûr. simplement. Vas-y, hein, Vincent, dis-moi ce que Bien tu en penses. sûr, moi je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pour ça que je voulais faire cette discussion parce qu'en fait, Curie, c'est resté en fait pendant longtemps. Je suis passé au travers, c'est-à-dire que les D'accord. années 80, je m'étais intéressé évidemment avec les quatre fabuleux, puis j'y suis revenu avec les Salvador Sanchez, les Alexis Arguello, les Chavez, et souvent il y avait ce nom qui revenait, Donald Curie. Un jour, je me suis dit, il faudrait quand même que je me renseigne et je suis tombé sur des articles d'époque qui étaient en américain et qu'il décrivait comme la huitième merveille du monde. C'est la période de son apogée où c'était Donald Curry, c'était Sugar Ray Robinson, voire mieux. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que ce gars-là, dont on parle en des termes psychologiques dans plusieurs médias en plus, ait pu être rasé, disparaître comme ça des esprits? Pourquoi moi qui commençais quand même à connaître pas mal la boxe à ce moment-là et à connaître ces années-là, j'ai dit comment j'ai pu passer au travers de ça. Et c'est là que je me suis intéressé, que j'ai repris sa carrière du début. Et c'est vrai que c'est fou parce que Curry, pendant un moment en 85, il faut comprendre le phénomène que c'était Donald Curry. Et ça a été effectivement, c'est ça qui est assez fascinant et triste dans son histoire, c'est qu'aujourd'hui, ben voilà, comme tu dis, il y a des gens qui se disent est-ce que ça mérite vraiment un Hall of Fame, Donald Curry? Et Voilà. effectivement, il y a très peu de gens qui le connaissent, en fait, alors que ça a été, c'est vrai, un prodige. Alors, peut-être aussi en a-t-on un peu trop fait à un certain moment sur Donald Curry, mais quand même, c'est vrai que quand on voit le Curry face à Milton McCrory ce soir-là, ce Donald Curry, il aurait pu battre beaucoup d'icônes de la boxe. Je pense. C'était Ce ce soir-là. soir-là, c'était absolument incroyable. Donc ouais, Et c'est ils sont pas rares, hein, les boxeurs qui ont un pic très c'est ça, définitif et très déterminant sur une soirée. Ils sont pas rares. bien Ils sont sûr. pas rares. Voilà. Bien Donc, sûr, il y a plein de boxeurs actuels qui, ben, peut-être on en parlera dans des années en disant, bah, tu vois, on s'était enflammé, on s'est dit, il avait tout conquis, le gars, et puis au final, ben oui, c'est vite retombé. effectivement, effectivement, non, mais c'est très très intéressant. Et puis il y a quelque chose, il y a quelque chose avec. Je vous renvoie encore à la discussion avec sur Mike McCallum qu'on vous a faite, parce que les deux ont un parcours non pas parallèle, mais c'est quand même ils existaient, les chasseurs des quatre fantastiques. Ils ont Oui. existé. Voilà, et donc il faut quand même aussi leur rendre hommage. Voilà, et ça m'a fait plaisir de parler de Donald Curry. Je vous renvoie aussi à la vidéo 1990 si vous voulez en savoir plus sur le combat Michael Nunn contre Donald Curry. Allez dans cette vidéo que vous voyez là. Je mettrai le lien dans la description. Euh, je le porte sur moi, évidemment. Et puis, dernière petite nouveauté, Vincent, c'est que la piraterie de la boxe et surtout les podcasts et surtout les discussions qu'on aime faire sont aussi en podcast, justement. Ah, Podcast sur les sites de podcast, notamment le plus connu Spotify. Regardez,
Voilà, vous allez sur Spotify et vous voyez, vous pouvez vous abonner et vous aurez les discussions. Je sais que c'est très demandé par des gens qui font de la route ou qui vont courir et qui, dans les écouteurs, préfèrent mettre grâce à Spotify. Eh ben, il n'y a pas de souci, c'est sur Spotify et vous pourrez les trouver, le lien aussi dans la description de cette vidéo. Eh ben voilà, Vincent, on a fait la discussion du Lone Star Cobra. C'est badass d'avoir un surnom Ah comme ouais. ça le Ah, fait. puis sur C'est le quand même peignoir, vachement bien. Sur le il avait peignoir, les le deux cobra. cobras là qui. Ouais, ouais. Ah ouais, puis on est dans l'époque Karate Kid et tout ça. Hein. Mais C'est oui. l'époque, donc on est vraiment dans ce moment-là. C'était vraiment génial de parler de Donald Curry. On s'en arrête là et puis on va discuter entre nous de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur. On a énormément de projets, évidemment. Et puis, on vous souhaite une bonne écoute et puis une bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures box. Salut Vincent, salut les pirates, ciao. Salut à tous.